Pour commencer, merci beaucoup pour m'avoir invité. C'est un honneur d'être là. Grâce au groupe néerlandais des patients Jacobson, votre réseau est très bien organisé, très bien. Compliments à vous. Je m'appelle Elise Huisman, qui est un nom terrible pour des langues étrangères. La plupart des gens disent Hausmann, ce qui est très facile pour les Allemands. Je travaille comme hématologue pédiatrique à l'hôpital Erasmus à Rotterdam. Donc je suis une collègue de Virgil Dahl. Et c'est mon premier disclaimer parce que je vais présenter quelques dates grâce aux patients dans le réseau néerlandais. Mais ça, c'est partiellement sur les granulocytes neurophiles, ce qui est très immunologique. Donc, je vais vous dire ce que j'en sais. Mais ce n'est pas mon expertise. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé au docteur Paris de venir aussi. Pour ma présentation, peut-être je vais vous dire quelque chose que vous savez déjà. Mais je veux être sûre que si je parle des résultats de notre recherche, que vous vous rendez compte que des patients dont je parle ne sont pas exactement les mêmes comme d'autres patients. Pour moi, ça m'a pris quelque temps que Jacobson signifiait surtout que la partie finale du chromosome a été manque. Donc, si on regarde la partie finale, c'est le long bras du chromosome 11. Normalement, il y a 2 copies, 2 exemplaires. Quand la partie finale manque, on l'appelle syndrome de Jacobson. Mais il y a aussi des patients dont la partie interstitielle manque de ce chromosome. Ou des patients qui ont une partie en plus du chromosome 11. Je vais y revenir un peu plus tard. Ce soir, je vais vous parler de 2 choses, de 2 cellules, globules sanguins spécifiques, les plaquettes, parce que je suis un hématologue, et les granulocytes neutrophiles. Je vais vous dire pourquoi nous sommes intéressés dans ces 2 globules du sang. Vous savez plus que moi que les patients de Jacobson ont des infections plus souvent et plus sévères.
Vous savez aussi que les anticorps forment une partie du problème parce que peut-être il y en a moins ou que la fonction est endommagée. Et peut-être vous savez plus que moi, mieux que moi, que ces patients aussi courent un plus grand risque d'hémorragie. Et ça, c'est ce qui nous intéresse parce que ce que nous savons des plaquettes, c'est que si on les regarde avec un microscope spécial, que certains granules certains granules sont trop grands ou ont un aspect anormal. Un granule, c'est un petit sac tout à fait rempli avec des bonnes choses. C'est un peu comme des petites bombes explosives. Donc, s'il y a une hémorragie ou un trauma ou une intervention chirurgicale, il faut le corps de réparer ça, donc faire un caillot. Il y a beaucoup de facteurs dans le sang qui font des caillots, mais les plaquettes sont les premières à réagir. Donc quand il y a un problème, ils vont changer de forme et ils s'activent. Et puis ils laissent tomber leur bombe. Et à ce moment-là, un caillot commence à être formé. Et puis, ils activent d'autres plaquettes, donc ça devient une sorte de tsunami. Et ce qui est marrant, c'est que granulocytes neutrophiles ont des granules aussi. Donc, on se demandait s'il y a un fardeau de plus d'infections dans ce groupe de patients. On se demandait si ces granulocytes neutrophiles, qui sont très importants dans le système immunitaire, avaient été endommagés aussi. Pour montrer qu'ils sont plus ou moins des cousins, je vais vous expliquer cette image. Tout notre globule sanguin vient des mêmes groupes de cellules. Et très tôt, il y a une division. Et à la droite, vous voyez les lymphocytes et les cellules natural killer. Je suis sûre que d'autres médecins vous ont parlé de ça. Mais à gauche, vous voyez la partie où il y a les globules importants qui sont faits, produits. Tout à gauche, il y a Fat Boy. C'est le mégacaryocyte. Et lui, il produit des thrombocytes. Et un peu plus au milieu, il y a les neutrophiles.
Maintenant, vous savez que c'est des cousins. Je l'ai déjà expliqué un peu, mais à droite, vous voyez l'aspect de ces granulocytes neutrophiles. Au milieu, il y a un nucléus en pourpre. Et autour, il y a des pointes un peu plus légères. Ça, c'est les granules. Vous voyez que c'est des petits sacs. Les plaquettes sont beaucoup plus petits. Là, vous voyez les plaquettes les plus importantes, les alpha et les granules denses. Les plus importants granules, donc. Ce qu'on a pensé aussi, qu'on connaît d'autres syndromes cliniques qui causent un malfonctionnement dans des plaquettes et dans des granules. La première, c'est le syndrome Hermansky-Pudlak type 2. Il y a plus de types inférieurs, mais c'est surtout le type 2 qui rend vulnérable. Et ça occasionne un certain type d'albinisme, un manque de couleur dans les cheveux, dans la peau. Très récemment, il y a eu une publication sur le syndrome des plaquettes gris. Là, vous voyez, ça c'est une image microscopique. Là, vous voyez les plaquettes qui sont très petites. Ça, c'est les petites pointes entre les globules rouges. Un des traducteurs disait violette, ce qui est bien, parce que ils sont trop vides, ils sont un peu gris au lieu de rouge. Et ça, c'est parce qu'ils fonctionnent mal. Les granules fonctionnent mal. Et donc, ça veut dire que aussi les granulocytes neutrophiles dans des patients avec ce syndrome sont endommagés et fonctionnent mal. Ceci est pour vous montrer les différences entre les patients. Je ne vais pas vous donner tous les détails. Ce qui est important, c'est qu'il y en a 2 qui ont une délétion interstitielle et deux patients qui ont un exemplaire en plus, 13 et 14. On a inclus ce variable parce que si on demande sur les symptômes immunologiques et les symptômes d'hémorragie, il y a le même problème qui se montre.
Je ne vais pas vous dire tout ce qu'il y a sur ce diapo, juste quelques symptômes. Ce qu'on a appris de cette histoire médicale que tous les parents ont été si gentils à nous fournir avec. C'est par exemple, on a divisé le groupe entre les patients qui suivaient déjà une thérapie immunoglobulin et le groupe qui ne suivait pas cette thérapie. Et ce qu'on a remarqué, que dans les infections virales, on nous disait plus souvent qu'on a attendu qu'une infection varicelle se déroulait d'une façon assez grave chez beaucoup de patients. Souvent, ils avaient à prendre des antibiotiques de façon orale ou les varicelles, généralement, on ne vaccine pas aux Pays-Bas parce que c'est typique pour les enfants et généralement, il n'y a pas de problème. Donc ça, on a trouvé important à remarquer. Puis, il y avait beaucoup de parents qui nous disaient que des infections fongiques de la peau se produisaient plus souvent aussi dans les couches ou les ongles. Et on nous disait que quelques patients avaient des verrues qui étaient très persistantes et chroniques. Si je regardais ces symptômes dans le groupe qui n'était pas dans une thérapie d'immunoglobuline, on nous disait ces trois choses aussi, d'une plus grande quantité que dans le public général. Ce qui est important à se rendre compte aussi, c'est que ces symptômes ne sont pas liés à les granulocytes neurophiles. Bien que les infections fongiques se voient plus souvent chez des patients qui ont des granulocytes neurophiles qui fonctionnent mal. Si on regarde l'analyse sanguine, pour commencer, déjà des choses qu'on sait déjà que c'est les cellules B souvent fonctionnent mal. Il n'y avait que 2 des patients avaient un taux de globules qui était trop peu. Un taux de globules blancs qui était trop bas. Et le deuxième colonne,
les granulocytes neutrophiles, le taux devrait être plus que 5,5 et donc tout va bien. Donc, si on fait une analyse sanguine normale, il y a peu de problèmes. On trouve peu de problèmes. Donc, il est important qu'il faut tester spécifiquement sur le nombre de cellules B et le nombre de cellules T. Et le taux des anticorps. La réaction sur les vaccinations. Donc, il ne faut pas toujours regarder les chiffres, mais la fonctionnalité aussi. On a testé le fonctionnement des granulocytes chez les patients. Pas tous les 14 parce qu'il y en avait qui étaient trop petits pour pouvoir prendre la quantité de sang nécessaire pour ça. Les granulocytes nous protègent contre les bactéries et les font moisissure. Normalement, ils sont présents dans notre sang. Mais s'il y a une infection, il y a des substances qui sont produites. Ça s'active. Et ça se met dans un vaisseau sanguin jusqu'au endothèle. Et puis, il est très intelligent parce qu'il peut sortir du vaisseau, entrer dans notre corps, aller vers l'infection. Ça mange les bactéries. Et puis, ça produit beaucoup plus de substances à cause de nos petites bombes TNT. Pour activer plus de cellules immunologiques pour nous défendre contre l'infection. Donc, tout ce processus est mesuré dans le test fonctionnel. Et là, vous voyez que chez des 11 patients, il y a des problèmes dans la première colonne et dans 2 des patients dans la dernière colonne. Mais souvent, quand on voit un malfonctionnement des granulocytes neutrophiles, généralement, il y a 2 ou 3 de ces choses qui sont anormales. Donc, on n'ose pas vraiment dire que c'est en fait anormal. On retourne aux plaquettes parce que c'est des cousins. Il y a 3 ans, Simone était là et qui présentait certaines de ces données. Il est important à dire qu'ici aussi, il y a les chiffres, il y a la fonctionnalité. Si 6 des 14 patients avaient un taux de plaquettes trop bas,
Mais si on comparait avec le taux de plaquettes quand il venait d'être né, c'était déjà mieux, ou même bon. Et ça, c'est qu'on sait. Si on a plus d'os parce qu'on est plus grand, on peut produire plus de plaquettes. Mais ce qu'on a vu, ce qui n'est pas sur la liste, mais si on regarde au groupe de plaquettes très jeunes, chez 11 des 14 patients, il y avait un taux de plaquettes tout jeune très élevé. Et ça veut dire que même si le nombre final suffit, la moelle osseuse doit travailler plus dur. Et si on regarde le facteur de croissance qui stimule le mégarocariocyte, les grandes qu'on a vues, c'est plus élevé dans la plupart de ce groupe. Donc, il leur faut travailler plus dur, mais le résultat, généralement, est bon. Je n'ai pas mis le test de fonctionnalité parce que c'est difficile à expliquer. Mais chez presque tous les patients, le test de fonctionnalité était vraiment anormal. Donc, pas seulement les chiffres, mais aussi la fonctionnalité. Et ça veut dire aussi, donc si c'est plus difficile de produire ces plaquettes et s'ils ne fonctionnent pas à 100%, généralement, dans la vie de tous les jours, ça ne cause pas de vrais problèmes. Mais de produire des caillots sanguins, ce n'est pas quelque chose de statique. Moi, il me suffit 10 plaquettes pourvu qu'ils fonctionnent. Mais si j'ai un accident de voiture, j'ai beaucoup de plus de plaquettes. J'ai besoin de plus de plaquettes. Ou s'il me faut subir une intervention chirurgicale. Et les femmes ont aussi un défi tous les mois. Et ça, c'est ce qu'on voit avec des anomalies différentes de 11Q. S'ils ont des traumes petits, il y a souvent des bleus, des grands hématomes, presque noirs. C'est possible qu'ils ont des règles très sévères, qu'ils perdent beaucoup de sang. Et s'il y a des interventions chirurgicales, si on ne se prépare pas avant, souvent on voit des périodes de saignement plus étendues, plus longues. On peut mesurer ça. Ça se trouve à gauche en haut. ISJ BUT.
Là, en rouge, avec le carré rouge autour, ça veut dire que c'est élevé. Les enfants jeunes, généralement, ont un taux de saignement normal, ce qui c'est conforme au fait qu'on ne saigne pas trop s'il y a suffisamment de plaquettes pour la vie de tous les jours, pour fonctionner bien dans la vie de tous les jours. Mais s'il y a plus de cas de coagulation du sang, sont nécessaires dans la vie. Parfois, ça donne des complications d'hémorragie. La même chose compte pour la partie immunologique. Il faut tester à certains moments pendant la vie. Et donc, il faut aussi prendre en compte des problèmes d'hémorragie qui peuvent se produire plus tard. Donc, l'avis qu'on donne à nos patients, c'est d'avoir une analyse en ce qui concerne les chiffres et le fonctionnement. Et si on sait qu'il y a une intervention chirurgicale, demande à votre médecin si c'est nécessaire de faire quelque chose pour soutenir la coagulation. Et c'est pas que toutes les femmes ont des règles très sévères, mais si c'est le cas, il faut en parler avec son médecin ou un spécialiste. Alors, quels médicaments on a? Parfois, si les hémorragies se produisent plus facilement, on a trop peu de fer facilement. Donc ça peut être vérifié d'une façon très facile. Et il y a des suppléments. Il y a aussi l'acide tranexaminique. C'est un médicament qui doit être prescrit par le médecin. Si on le commence, il faut le prendre pour 5 ou préférablement 7 jours. Et ça, c'est à cause de la façon de fonctionnement. Je vais expliquer. La coagulation dépend de plusieurs choses. Il y a la plaquette, de facteur von Willebrand, c'est un type de glue, des facteurs de coagulation qui ont des numéros qui sont numérotés. Et puis, il faut un caillot, et puis il y a la fibrine comme un type de qui met le tout ensemble. Si la plaie est bonne, s'il y a une croûte, le caillot peut-être n'est plus nécessaire, mais on ne le veut pas ailleurs. Donc il y a aussi un système de contrôle.
Chez tous les patients, si votre capacité pour l'hémorragie est... Donc, s'il y a des hémorragies plus faciles, et on espère que tous ces aides comprennent ça et se mettent à un taux plus bas aussi. Mais ceci n'est pas le cas. Alors, s'il y a une anomalie donc un problème de coagulation, il te prend plus longtemps pour faire un caillot qui, entre-temps, va être mangé. Donc, ce qu'on fait avec l'acide tranexaminique, c'est que c'est un répresseur des nettoyeurs qui mangent ce caillot dont on a besoin. Donc, parce que ce qui est très très important de se souvenir de la coagulation, c'est qu'il y a un équilibre. Il faut un équilibre. Le moment qu'il y a un équilibre, qu'il n'y a pas d'équilibre, il y a un problème. Même si le taux général est plus bas qu'attendu. Et ça, c'est pour la raison pour laquelle il faut prendre ce médicament pendant 5 ou 7 jours, parce que ça prend plusieurs jours pour que la plaie se ferme. On peut utiliser desmopressine ou DDAVP. C'est la même chose. On peut le mettre dans le nez, sous la peau ou dans les veines. Les médicaments pour prendre oralement ne sont pas suffisamment forts. Et quand on donne ça, on donne on renforce temporairement la coagulation. Les facteurs von Willebrand et le facteur 8 sont doublés. Ils sont très forts dans la coagulation. Donc, avant une intervention chirurgicale, demandez ce médicament 1 heure avant. Généralement, l'effet n'est pas plus long que 24 heures. Et bien sûr, quand il y a des hémorragies très très sévères ou des grandes interventions chirurgicales et il y a un problème dans les plaquettes, il y a des transfusions de plaquettes. Et dans le cas des règles très sévères, il faut commencer avec l'acide tranexaminique, et ce qui doit être pris toute la semaine. Si ce n'est pas suffisamment fort, il faut aller parler au gynécologue. Une chose en plus que je veux vous montrer, c'est une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Vous connaissez probablement les gènes qui sont en relation avec Jacobson, le FLY1 par exemple.
Nous, on est intéressés dans ce domaine aussi, spécialement parce que les deux patients avec la délétion interstitielle ont une tendance d'hémorragie beaucoup plus forte. Et qu'ils prennent un remplacement immunoglobuline. On a fait des images très spécifiques des plaquettes. Si on commence à gauche, ça c'est des plaquettes sans problème. Je vais vous montrer avec le doigt. Je vais chercher quelqu'un qui montre bien. Celui-là, ces cercles très foncés, c'est des mitochondries, c'est les moteurs de nos cellules. Immédiatement en bas, il y a un cercle en gris clair. Ça, c'est un alpha-granule. Et il est tout petit, noir. Ça, c'est des granulites denses ou delta. Chez certains des patients à Jacobson, ces alpha-granulocytes se mettent ensemble. Ils deviennent très grands. Beaucoup plus grands que dans une plaquette saine, normale. Ça, c'est la délétion interstitielle. Il devrait y avoir 2 exemplaires. Là, ils sont très grands aussi. On a comparé avec un patient avec une malfonctionnement congénital. Cette fille avait un taux plaquettes très bas. Et là, on voit les mêmes granules alpha très grandes. Donc la bonne nouvelle, c'est que c'est conforme à la théorie. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Et ce qu'on a remarqué aussi, il y a des structures assez larges chez les patients classiques de Jacobson et les patients qui ont des délétions interstitielles et le patient FLY1. Ça ressemble un peu à un petit cristal. Donc, je connais pas très bien tous les détails de ces images. Quelqu'un au labo les fait pour moi. Il m'a expliqué qu'il n'avait jamais vu ça avant. Donc, il y a plus à rechercher là-dedans. On va revenir au début. Quand on a vu ça, on
on s'est dit qu'on pouvait faire la même image de ces granulocytes. On n'a pas encore fait, mais on s'est intéressé là-dessus parce que on regarde de façon très précise dans une cellule. Peut-être ça apporte quelque chose, mais on ne sait pas encore. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions? C'était ma présentation. Juste attends. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas si ceci fonctionnera, mais on verra. Merci. Non. Le médicament pour introduire dans le nez contre l'hémorragie, est-ce que ça s'utilise à l'hôpital ou est-ce que les parents peuvent avoir ça sur eux dans un cas d'urgence? Le médicament nasal, c'est une thérapie plaquettaire et ça fonctionne mieux avec des hémorragies de mucose. Et mucose, c'est tout dans le corps qui est plus ou moins humide. Donc, pas des hémorragies de la peau, donc le saignement de la peau, mais dans le nez et dans la gorge, et des hémorragies gynécologiques. Ça, c'est l'acide le mot difficile. Le médicament pour introduire dans le nez, on peut l'avoir chez soi. Mais aux Pays-Bas, on peut pas plus le commander. Donc, il faut vérifier dans votre pays si c'est disponible. Parce que sinon, ça sera une injection subcutanée qui est une opération, quelque chose de médical qu'on ne peut pas faire soi-même. Est-ce que cette réponse vous satisfait? En Allemagne, on a cet acide en cas d'urgence. Ce n'est pas des tablettes, mais quelque chose pour introduire sous la peau. Je peux vous le montrer plus tard. On peut donner ça au médecin. On peut donner ça au médecin d'urgence quand quelque chose se passe et quand il arrive. Pour les patients néerlandais, on a le même médicament, mais c'est plus remboursé et ça coûte beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai utilisé le nom générique, cet acide trans et le reste du mot. Et pour les interventions chirurgicales que Charlotte a subies, on nous a recommandé le facteur 7.
Est-ce que vous avez entendu parler de ça et c'est quoi votre opinion? C'est très fort. Nous, on l'utilise seulement quand la vie est menacée. C'est très cher aussi. Ça ne sera pas disponible dans tous les hôpitaux ou dans tous les pays. Et en ce qui concerne l'anomalie plaquettaire, ça n'a été approuvé seulement que pour une anomalie très spécifique. Donc c'est bien, mais généralement, on n'en a pas besoin aux Pays-Bas quand on utilise les autres choses qui utilisent plus les pouvoirs de coagulation de l'organisme. C'est ce qu'on préfère, mais ce n'est pas mauvais. Merci. Après une transfusion de thrombocytes, est-ce que vous avez vu qu'un patient est-ce que vous savez combien de temps ça dure que le taux plaquettaire tombe de nouveau? Pour une intervention chirurgicale, une dose suffit. Si c'est une intervention vraiment très grande, on recommande 2 doses. Ça répond très vite et très bien sur la coagulation. Donc, ils viennent d'un donateur, donc l'effet sera perdu, mais je ne sais pas dans combien de temps avec les transfusions. Normalement, les plaquettes ont une vie de 7 jours. Donc, s'il y a une transfusion et que le saignement continue ou recommence, je recommanderais une autre transfusion. Parce que s'il y a une transfusion pendant l'intervention et les plaquettes reviennent au niveau normal, et il n'y a pas de saignement, c'est pas normal, c'est pas nécessaire de traiter. Il faut regarder la condition de l'enfant. On ajoute toujours l'acide trans pour l'effet de long terme. Quand il y a un caillot, on veut que ça reste fort, que ce caillot dure. En ce qui concerne la transfusion, je vous donne l'avis. Quand il y a une réaction allergique sur les plaquettes ou de la fièvre, il faut demander au médecin à vérifier le taux des plaquettes pendant la réaction de l'enfant. Parce que c'est très rare, mais c'est possible qu'il y a la formation d'anticorps contre les transfusions. Votre médecin, si votre médecin sait, il peut décider sur un autre type de transfusion. Et j'ai une autre question. Est-ce que vous avez vu des patients qui ont des plaquettes très bas
et qu'après la transfusion, tout était normal en longue durée. Un patient avec Jacobson, là j'aurais un doute en ce qui concerne le test des taux. Mais si ce test est répété, ça, moi, je ne dirais pas que c'est normal, que ça se normalise après une transfusion. Je crois qu'il y a autre chose. Il y a une question de quelqu'un en ligne. Si un enfant a une intervention chirurgicale, est-ce qu'un enfant a toujours besoin d'une transfusion de plaquettes? Il faut vérifier le taux des plaquettes ou s'il y a un malfonctionnement des plaquettes. Parce que ce n'est pas anormal chez tous les patients. Si c'est anormal, le taux est trop bas ou ça fonctionne mal, ça dépend du type d'intervention chirurgicale. Si c'est seulement qu'il y a un tout petit dent qui doit être enlevé, peut-être il faut rien faire parce qu'on peut voir s'il y a un saignement et traiter. Mais s'il y a un dent plus grand qui doit être enlevé et qu'il faut vraiment percer, peut-être une transfusion serait bien, avisable. Mais encore, on préfère stimuler la coagulation naturelle avec cet acide trans. Mais pour des interventions chirurgicales dans le ventre ou dans le cœur, oui, ça ne suffira pas, cet acide. Merci. J'ai 2 questions. La médication pour donner en avance, donc c'est quelque chose qu'il faut commencer 5 ou 7 jours avant l'intervention. Nous, on commence quand on connaît la date avant la date de l'intervention. Et nous, on commence une journée avant de l'acide trans. Si c'est une intervention urgente, on commence quand l'intervention commence et ça peut être notre fille avait une intervention, on l'a donnée 2 jours en avance, mais ce n'était pas suffisant. Et le chirurgien n'a pas pu finir comme il a voulu. S'il y a une complication, moi je crois qu'il faut donner une transfusion. Et s'il y a une autre intervention planifiée, souvent quand la peau est très fine, généralement il y a des hémorragies sévères. Et s'il y a une intervention dans les os du crâne, il faut une transfusion aussi. Quelque chose qui se fait régulièrement avec les patients Jacobson. Donc,
votre médecin, il faut que votre médecin cherche un équilibre. Une autre question sur le fer. Je me demandais, est-ce que le patient a besoin de fer parce qu'il en a trop peu à cause de l'hémorragie ou pour faire le caillot? La première réponse, on a trop peu de fer parce qu'il y a une tendance à l'hémorragie et parce qu'on n'en reçoit pas suffisamment, ce qui est normal pour tous les nouveau-nés et les jeunes enfants. Et seulement si le manque est très grand de fer, le résultat est anémie. Et si cette anémie est très sévère, ça a des conséquences pour le fonctionnement des plaquettes parce qu'ils vont se mettre au milieu des veines. Mais si c'est si sévère que ça, j'espère que votre enfant est suivi. Et puis, la meilleure chose est à donner une transfusion de globules rouges parce que ça résout l'anémie et il y a du fer dans ces globules. Je suppose que la majorité de vous déjà fréquente des médecins régulièrement. Donc, si vous pensez que votre enfant mange pas bien ou qu'il a une tendance à l'hémorragie plus sévère que les autres enfants, je ferai vérifier. Mais pour ça, on a besoin que 2 gouttelettes d'un doigt. Il y a les suppléments en fer. Qu'est-ce que vous pensez? Vitamine K en supplément pour les aider. On a essayé et selon nous, ça a eu un bon effet, mais on ne peut pas dire pour d'autres enfants. Il y a quelque chose avec la vitamine K. Je vais vous expliquer son fonctionnement dans la coagulation. Il y a des plaquettes. Il y a facteur von Willebrand. Et ça, c'est le premier secours quand il y a une hémorragie. Et puis, il y a les facteurs de coagulation qui sont activés. Et eux, ils produisent un caillot bien fait. Tout ça dépend de la présence de vitamine K qui est bien produit. Normalement, si on mange bien, on devrait avoir un influx de vitamine K suffisant. Les bébés ont besoin de plus parce que ce n'est pas suffisamment dans le lait de la mère. Et si on a un enfant qui mange vraiment très mal, on peut être sûr qu'il lui manque de la vitamine K. Et donc, peut-être tout ça, ça peut donner qu'il y a un taux trop bas de plaquettes. Donc, si on n'a pas de réserve en vitamine K, je peux m'imaginer que ça donne une tendance à l'hémorragie, mais je ne recommanderais pas de donner en tout cas.
peut mesurer la durée de la coagulation. Ça s'appelle PT ou INR. Il faudrait en parler avec votre médecin si vous pensez que votre enfant ne mange pas très bien et pour le faire tester. Plus de questions? Des questions en ligne? Merci. Merci à m'écouter.